messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, il s'est bel et bien ouvert ce 27 avril, mais le procès du gouvernement Tiao III a aussitôt été renvoyé au 4 mai prochain. Une vingtaine d'anciens ministres se sont présentés ce matin devant la Haute Cour de justice sur la trentaine convoquée. Présents également les généraux Gilbert Diendéré en tant que témoin et Djibril Bassolé, lui, comme inculpé. Le renvoi du procès a été demandé par le bâtonnier du fait de la rentrée solennelle de l'Ordre des avocats burkinabés. C'est également à partir de ce 27 avril que l'Ordre se penche sur le rôle de l'avocat dans les politiques publiques de sécurité, une rentrée présidée par le chef de l'État. Elle se veut une première et l'honneur revient à Ouagadougou d'abriter le premier salon panafricain de l'immobilier. Les opportunités et les défis liés au logement sont sur la table des experts venus de la sous-région. Partage d'expériences et échange de bons procédés sont au menu de ce dernier né des rencontres panafricaines. Bienvenue à tous. Ouverture donc ce matin du procès du gouvernement Tiao III devant la Haute Cour de justice. L'ex-premier ministre Luc Adolphe Tiao et 26 de ses ministres ont répondu présents à la barre. Les faits qui leur sont reprochés, vous le savez, leur présumée implication dans les événements qui ont conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la répression des manifestations. Ici à Ouedraogo, Konsoun Koulibaly, Zoubaviel David Dabiré signe ce compte rendu. Ouverture solennelle de procès ce matin à la Haute Cour de justice. À la barre, un gouvernement. Le dernier formé par le Premier ministre Luc Adolphe Tiao entre 2012 et 2014. Avant le début des débats, le président de la Haute Cour de justice, Mathieu Bebrigda Ouedraogo, assisté de 6 députés issus de différents groupes parlementaires de l'hémicycle et de 3 juges professionnels de grade exceptionnel, procède à l'appel des accusés. Sur les 32 ministres convoqués, 25 répondent à l'appel. Les généraux Gilbert Diendéré et Honoré Nabouré Traoré sont également là, mais à titre de témoins. Blaise Compaoré, alors ministre de la Défense et des anciens combattants, est lui absent, ainsi que 6 autres membres du gouvernement Tiao III. Selon l'acte d'accusation du parquet général, il est reproché au gouvernement Tiao III d'avoir pris des mesures conservatoires en octobre 2014, ayant conduit à la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Et pour permettre au conseil des accusés de mieux préparer la défense de leurs clients, avocats, magistrats du parquet et membres de la Cour conviennent après moult tergiversations de la date du 4 mai 2017 pour la reprise du procès. Selon certains avocats, ce report se justifie par le fait que le verdict de la Haute Cour de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours. Il est donc impératif, selon eux, de donner du temps pour mieux préparer le procès en vue d'une manifestation de la vérité. Du reste, cette demande de report avait été formulée par le barreau burkinabé en vue de permettre aux avocats de prendre part aux différentes activités de sa rentrée qui s'ouvre ce matin et prévue pour durer jusqu'au samedi 29 avril 2017. Le procès reprend donc ce jeudi 4 mai 2017 dans les locaux du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Oui, un procès inédit et qui suscite beaucoup d'attentes au sein de l'opinion nationale. Certains acteurs soutiennent qu'il est un passage obligé pour une réconciliation véritable au Burkina Faso. Voyons cela dans ce reportage toujours signé de Konsoun Koulibaly, Issaka Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiré. À ce procès inédit du gouvernement Tiao III, le public n'a pas marchandé sa participation. Dès 7h30, une longue file d'attente se forme devant les locaux du tribunal de grande instance de Ouagadougou. À 8h, la salle d'audience est pleine comme un œuf. Et ce, malgré le temps menaçant. Pour les acteurs de la société civile, fortement mobilisés ce matin, le jeu en valait la chandelle. En attendant l'ouverture du procès, ce sont les retrouvailles entre anciens membres du gouvernement, chefs militaires et participants. Une ambiance bon enfant rompue à 9h15 par l'entrée solennelle du président de la Haute Cour de justice, Mathieu Bebrigda Ouedraogo, et des autres membres de la Cour. Le procès tant attendu s'ouvre. Pour certains, c'est un grand jour. Ce procès ce matin, nous sommes venus pour assister à l'ouverture de ce dossier devant la Haute Cour de justice qui est bien de fait déterminé. Et nous pensons que nous sommes très contents. Ça, je suis déjà animé par une bonne volonté parce que je me suis dit
C'est la toute première fois qu'on voit des situations comme ça au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été dit hier, mais qui a commencé. C'est le début de commencement. Et nous espérons que cette haute cour de justice va faire son travail. Si ce procès, à travers les interpellations individuelles des membres du gouvernement, permet de comprendre les défauts de la gestion d'État, c'est déjà quelque chose. Je souhaite que par-delà le droit qui sera dit, par-delà ce qui va sortir du procès, que les résultats rencontrent le sentiment populaire. C'est cela qui est important. Ce procès est également celui des témoins célèbres et des grands noms du barreau burkinabé. Le 4 mai prochain, les débats devront donc s'ouvrir sur la responsabilité du gouvernement Tiao III dans la répression de l'insurrection d'octobre 2014. Et les insurgés d'hier n'entendent pas marchander leur présence au palais de justice pour suivre de plus près le déroulement des audiences avec cette attente cruciale de voir la manifestation de la vérité sur les événements d'octobre 2014. Le renvoi de ce procès formulé par le bâtonnier est motivé donc par la tenue de la rentrée solennelle du barreau burkinabé. C'est le chef de l'État qui a lui-même présidé l'ouverture de cette rentrée 2017 de l'Ordre des avocats. C'était ce matin à Ouagadougou, le compte-rendu de Moussa Ouedraogo et Aboubakar Sayon. Face aux attaques terroristes, au grand banditisme, à l'émergence des groupes d'autodéfense et à l'éclosion de la liberté d'expression à travers les réseaux sociaux, le barreau burkinabé marque une halte pour examiner les politiques publiques en matière de sécurité. Les travaux de cette rentrée solennelle 2017 vont permettre aux avocats de répertorier les atteintes et les risques d'atteinte aux libertés et de faire des propositions sur le rôle de l'avocat dans un contexte où il faut assurer la sécurité des personnes et des biens sans écraser les libertés. Le rôle de l'avocat sera déterminant. Défenseur d'un équilibre juridique de notre société, l'avocat se doit d'être à la place accordée par les pouvoirs publics dans l'élaboration et l'exécution des politiques publiques de sécurité. Le président du Faso a salué les efforts du barreau et exhorté l'ensemble des avocats au renforcement continu de leurs capacités pour assurer avec professionnalisme leur rôle dans la construction d'une justice de qualité. En décidant de tenir votre rentrée sur le thème des libertés dans les politiques publiques de sécurité, vous touchez à une problématique à la fois des plus anciennes et des plus actuelles. Ancienne parce que depuis toujours, la liberté et la sécurité constituent deux droits fondamentaux qui ont été présentés à la fois comme incompatibles ou inconciliables, du moins en partie. Je reste convaincu que la qualité de vos échanges permettra d'obtenir des conclusions qui contribueront à favoriser l'émergence d'un système judiciaire nouveau, source d'équité et garant de la liberté et de la sécurité dans notre pays. À ce titre, les fruits de vos travaux sont très attendus afin qu'ensemble, nous puissions prévenir ou corriger, le cas échéant, les facteurs et les actes qui seraient susceptibles de compromettre la cohabitation de ces droits. Les 72 heures de travaux seront ponctuées de communication et de débats relatifs au thème central. Et puis le ministère de la Sécurité communique ce jour 27 avril aux environs de 10 heures. Deux individus armés sur une moto ont attaqué une équipe de la direction régionale du ministère de l'eau et de l'assainissement à Inabao dans la région du Sahel. Et puis l'équipe composée de 4 personnes était à bord d'un véhicule bleu de marque Toyota Hilux. Les assaillants ont pris en otage 2 personnes, un agent de la direction régionale de l'eau et le point focal donc de cette direction, puis ils sont partis avec le véhicule. Il y a quelques heures, les 2 otages ont été retrouvés sains et saufs et le ministre de la Sécurité appelle les populations de la zone à collaborer en appelant au numéro vert des services de sécurité que sont le 1010, le 17, le 16 ou encore le 80 00 11 45.
À Kosiam, le président du Faso a reçu en audience des personnalités. Il s'agit d'abord du secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il s'agit également du président directeur général de la société minière Rox Gold. La synthèse de ces audiences avec Mathias Rabo et Tanga Kafando. Le PDG de la compagnie minière Rox Gold est venu parler de ses projets d'extension de la mine au président Roch-Marc Christian Kabore. Nous sommes en production depuis presque une année. Nous avions une inauguration le 7 juillet de l'année dernière. Et là, comme tout va bien, nous sommes en train de penser faire une extension de la mine. Et nous sommes en train de travailler sur un projet que nous appelons Bagassi Sud. Et avec ce projet, il y aura donc une plus grande production. Mais avant d'aller de l'avant, il nous faut bien sûr faire des études d'impact environnemental, s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Mais nous sommes très confiants que c'est un projet qui va avoir lieu. Et nous en avons parlé au président qui nous a donné sa bénédiction, il nous a encouragés. Le professeur Bertrand Bachi, le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, lui a échangé avec le chef de l'État sur le 50e anniversaire du CAMES et les mutations qui seront opérées pour la réorientation de l'institution. Le CAMES a été créé en 1968 et en 2018, l'année prochaine, ça sera déjà 50 ans. Et je suis venu recueillir ces sages conseils quant à la refondation qu'il faudrait peut-être apporter par rapport à ce nouvel événement. Et parmi les innovations figurent les Olympiades universitaires, une compétition interuniversitaire qui sera lancée bientôt pour promouvoir la culture de l'excellence chez les étudiants africains, comme c'est le cas avec les enseignants. Et puis ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de l'ouverture de la première édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 28 avril 2017 à partir de 14 h sur l'avenue Kwame Nkrumah. L'heure limite d'arrivée est fixée à 14h30. À l'hémicycle, 2 projets de loi ont été examinés par les élus nationaux. L'un porte sur le financement des PME-PMI et le second sur la réglementation de la concurrence commerciale. Il y avait au total 100 députés présents à la plénière de ce jeudi, dont le compte-rendu est signé Roger Bebamba et Oumar Zombré. 99 pour et 1 abstention. C'est le nombre de voix sur 100 votants qu'a reçu le projet de loi portant loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Il a pour objectif de créer un terreau favorable pour l'essor des PME-PMI. Selon cette loi, au moins 15% de la commande publique sera réservée aux petites et moyennes entreprises et industries, sans compter bien sûr les nombreux autres avantages. On va résumer ça en assistance financière, appui, formation, renforcement de capacité, disponibilisation donc de sites pour que les PME là s'installent. Et puis vraiment les commandes aussi qui seront adressées à ces PME là pour leur permettre d'exister, de continuer, de vivre et puis de croître sans arrêt. Quant au deuxième et dernier projet de loi du jour, il est relatif à l'organisation de la concurrence au Burkina Faso. Un projet de loi que tous les 100 députés présents ont voté à l'unanimité. Cette loi organise la concurrence et renforce davantage les sanctions contre tous ceux ou celles qui la transgresseront. Avant, il y avait un maxima qui était de 50 millions. Maintenant, il y a un minima qui est de 50 millions et puis nous allons jusqu'au milliard, voyez-vous. Donc, et puis il y a des systèmes désormais d'évaluation des peines selon la gravité. Il y a les peines d'emprisonnement, il y a aussi les fermetures de boutiques et puis l'amende est infligée de façon pécuniaire. Avec le vote de cette loi portant sur l'organisation de la concurrence, le Burkina Faso ne fait que se conformer au texte communautaire de l'UEMOA. Et à 2 jours de son meeting, l'opposition politique rencontre la presse nationale. Objectif, rassurer et dérouler le programme de cette activité. Le 29 avril prochain, les conseils de sécurité seront stricts et à respecter. Les précisions avec Roger Kam et Abdoul Rasmanezongo. Consignes sécuritaires et aspects préparatoires du meeting du 29 avril,
cristallise l'attention ici au siège du chef de file de l'opposition politique. Il y a d'abord le déroulement de l'activité. Les échos qui nous parviennent sont très positifs. Les citoyens se mobilisent dans tous les secteurs de Ouagadougou et au-delà pour participer massivement au meeting du 29. La sécurité est également un aspect central. Tous les participants doivent se soumettre aux contrôles qui seront effectués par les forces de l'ordre avant l'accès à l'enceinte de la maison du peuple. Il est strictement interdit d'être en possession de quelque arme ou projectile que ce soit. Toute personne qui se livrerait à des provocations, à des casses ou qui tenterait de semer le désordre sera maîtrisée par le service de sécurité à ses dépens. Pour les organisateurs, ce meeting du 29 avril dans l'enceinte de la Maison du Peuple vise à poser un diagnostic globalement sur la situation nationale, mais aussi à dégager des perspectives. Dans la suite de ce journal, ce financement accordé au gouvernement par la coopération suisse. 13 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre effective de 2 programmes, celui d'appui à l'éducation de base et le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Les signatures ont été apposées ce jour même à Ouagadougou en présence de Ibrahim Assombier et Nathalie Sawadogo. Environ 12 milliards 600 millions de francs CFA. C'est le montant de financement qu'offre la coopération suisse au gouvernement burkinabé. Un financement accordé sous forme de subvention pour la mise en œuvre de 2 programmes. L'un concerne la phase 4 du PAEB, le programme d'appui à l'éducation de base, et le second pour le PAFPA, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Je voudrais témoigner ici de la gratitude du gouvernement et du peuple burkinabé à la coopération suisse pour cet accompagnement solide, continu, pour accroître l'accès des enfants du Burkina à l'école, une école de qualité, mais aussi pour permettre aux jeunes burkinabés de se former aux métiers qui sont donc porteurs de développement économique. La coopération bilatérale entre la Suisse et le Burkina date de 43 ans. Et c'est ensemble que les 2 pays pourront relever les défis liés à la question de la jeunesse. Le capital humain, c'est des milliers et des dizaines de milliers de jeunes qui cherchent une éducation, qui sont motivés pour l'acquérir. Et nous avons la responsabilité ensemble de lui donner ces moyens d'acquérir la connaissance et la formation professionnelle. En rappel, la coopération suisse a mobilisé près de 70 milliards de francs CFA sur les 4 années à venir pour soutenir le PNDS, le Programme national de développement économique et social. Zoom sur cette initiative privée qui encourage l'implication justement de ses partenaires étrangers. Nous sommes à Gawa, à l'école primaire privée Sacré-Cœur. 5 élèves malvoyants dans une même classe avec d'autres voyants. Le handicap n'y est pas une barrière. Mieux, c'est un facteur de responsabilisation de ces jeunes apprenants. Comment se passe une journée de classe dans cet établissement? Réponse dans ce dossier signé Oumarou Sagnon et Dimitri Badini. Ces enfants ôtés de vue apprennent à lire et à écrire, aux côtés des élèves bien portants de l'école Sacré-Cœur A de Gawa. Munis de poinçons, de tablettes pour écrire, ces malvoyants apprennent leurs leçons assistés de leurs camarades. Le problème que nous traitons avec les camarades, c'est de chercher d'abord le prix de mettre. Si on rentre en classe et qu'il y a quelque chose, on met au tableau. Bon, mes camarades me dictent. On a fait les leçons de conjugaison. J'ai tout avec ma main et puis j'apprends. Les enseignants de l'école pendant les cours développent des techniques permettant aux handicapés visuels de suivre en mettant à leur disposition des élèves tuteurs pour les guider. J'essaie d'adapter mon enseignement à leur handicap. Voilà. Ils suivent avec les autres. Il y a des élèves qu'on appelle des élèves tuteurs. Ils dictent les leçons pour lui. Voilà. Ils l'accompagnent. Il aide à faire les exercices, surtout que je ne suis pas formé en braille. Il y a un maître qu'on appelle le maître de suivi qui m'aide. Avant d'intégrer l'enseignement ordinaire, ces enfants malvoyants ont 4 années maximum à passer dans l'unique salle réservée à l'initiation en braille. Un nombre d'années équivalent au niveau de CE2 dans l'enseignement classique. Un enfant qui a perdu la vue au cours d'une année scolaire
nous récupérons cet enfant et nous lui apprenons tout simplement à lire et à écrire. Et avec ce genre de cas, c'est en moins d'1 an. Les élèves bien portants, sans faire barrière au handicap de leurs camarades, leur témoignent de la sympathie. Et plus, leurs encadreurs les trouvent intelligents et studieux. Ce qu'il faut se dire que c'est des enfants qui ont plus de capacités et que ceux-là même qu'on dit leur nom en fonction de la maîtrise du braille, dans quelle classe on peut les intégrer. C'est le CE, mais généralement, on prend le CE1 qui est la première classe du CE, mais pour certains qui sont tellement surdoués, ils peuvent aller directement au CE2. Quand ils arrivent, il y a une sensibilisation d'abord qui est menée rapidement au niveau des classes dans lesquelles ils vont intégrer, pour dire aux enfants là que ces autres-là, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas de différence entre vous. Au départ, 13 malvoyants inscrits, ils sont 6 à poursuivre. Et le plus avancé fait cette année la 6e. Quant à Robert et Thionta Somé, ils ambitionnent de devenir respectivement enseignants et sœurs religieuses. Retour à Ouagadougou où se tient le tout premier salon panafricain de l'immobilier. Ce n'est point un salon de plus, clament les initiateurs qui mettent en avant la politique du logement en Afrique. Le top départ des échanges a été donné ce 27 avril et pour les recommandations, ce sera pour le 29 avril prochain. Salif Oubelem et Estelle Judith Assogba. Le salon panafricain de l'immobilier ouvre ses portes au public burkinabé sur le site du CIAO. C'est une vitrine pour les professionnels de l'immobilier du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Mali, pays invités d'honneur, de faire connaître et de valoriser le métier de l'immobilier en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Des gens qui sont vraiment, par manque d'informations, soit roulés dans les transactions immobilières ou soit également sont vraiment dans une situation de manque de logement. Donc nous avons pensé que nous, les acteurs de l'immobilier, si nous unissons nos forces et également nous accompagnons nos gouvernants dans leurs actions pour un développement durable, nous pouvons vraiment ensemble réussir le développement de notre Afrique et du même coup soulager vraiment nos populations. Il s'agit pour ces professionnels de l'immobilier de créer un meilleur environnement des affaires pour accompagner ce secteur et mettre en place un climat des investisseurs privés les plus attractifs. Le ministère burkinabé doit aider les promoteurs tout d'abord à offrir le foncier, que le ministère aussi tutelle doit renvoyer des financements extérieurs à moins de 5% aux promoteurs immobiliers. Et bien sûr la fiscalité, c'est tout ce qui est en TVA, on doit construire hors TVA pour que nous, autant promoteurs immobiliers ou promoteurs constructeurs, nous pouvons aider la population à chacun son toit. Parce que si aujourd'hui, autant que nous promoteurs, nous payons tous ces frais, nous ne pouvons pas livrer un logement décent à moindre coût. Ce salon, c'est aussi des expositions-ventes, des conférences débats sur les aspects liés à l'immobilier et un espace B2B entre la délégation étrangère et les investisseurs nationaux. Question de nouer des partenariats en vue d'agrandir leur champ d'action. C'est la fin pour le projet REP Sahel qui intervenait dans 7 pays africains, dans l'Afrique subsaharienne. Ce projet s'est intéressé à l'amélioration de la résilience des populations aux mutations environnementales. Parmi les réalisations du REP Sahel, on note la mise au point d'une cartographie d'occupation de l'espace. Yacouba Gamene et Vincent Kiandre-Beogo nous en disent plus. Les participants à cet atelier sont venus des pays du projet REP Sahel. Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et Burkina Faso. Ils passent en revue les résultats engrangés par ce projet mis en œuvre par l'OSS, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, entre 2012 et 2015. Et en 2010, il y a le Burkina qui a intégré ce projet qui était au départ sur la surveillance environnementale, c'était purement scientifique. Donc on collectait des indicateurs, on collectait des données pour produire des indicateurs. Ce projet-là concrètement nous a permis de rendre fonctionnelle la mare aux hippos et au niveau de la mare aussi, nous avons tout un dispositif qui est en place, donc des stations météorologiques automatiques de réception qui ont des données que nous sommes en train de travailler à ce que ça soit connecté directement au réseau de collecte d'informations météo nationales. Les acteurs du REP Sahel se félicitent des résultats obtenus sur le terrain dans les différents pays. L'une des grandes réalisations étant cette carte d'occupation de l'espace, un véritable outil multifonctionnel. Nous avons réalisé dans le cadre du projet REP Sahel des cartes d'occupation au 1/200 millième, donc c'est une échelle très adaptée
pour tous les travaux de planification, d'élaboration de stratégies, de définition des activités de projet de développement sur le terrain. Arrivé à son terme, l'Observatoire du Sahara et du Sahel est sur le point d'élaborer une deuxième phase du projet. Cette phase prendra en compte certains objectifs du développement durable des Nations Unies. Et puis l'un des partenaires de ce réseau est bien sûr le ministère de l'Environnement qui est résolument tourné vers la modernisation pour une meilleure opérationnalité de ses objectifs. Un nouveau référentiel est mis à profit pour mieux aborder les perspectives de ce département. Plus de précisions avec Mariam Dao et Vincent Kendrobeogo. Le projet Adaptation basée sur les écosystèmes est à l'œuvre pour la lutte contre les changements climatiques. À travers cet atelier, le projet veut se doter d'une stratégie de communication. Une stratégie qui vise à faciliter la mise en œuvre du projet par l'adhésion et l'implication des populations. C'est pour effectivement que les bonnes pratiques qui ont été recensées puissent être mises en œuvre à l'effet d'apporter une adhésion des populations à cet important programme qui travaille sur les écosystèmes sensibles au niveau de la région du Sahel et dans la région de la boucle du Moun. Donc c'est pour surtout valoriser et mettre en œuvre les bonnes pratiques et bien sûr dans une stratégie communicationnelle qui est comme mauvaise pratique à bannir pour que ce programme puisse atteindre ses objectifs. Il s'agit pour ces 28 participants d'examiner et d'amender les différents axes de communication proposés par le consultant. Nous avions proposé une stratégie de communication qui vise deux objectifs. Le premier objectif, c'est créer une sorte de visibilité autour du projet, qui est une espèce de pilote de l'ensemble des actions qui doivent être déployées dans le cadre de la protection à la fois de l'environnement, mais de la lutte aussi contre la désertification et toutes les pratiques négatives allant à l'encontre justement de toutes les pratiques qui doivent être mises en place pour sauver l'environnement. Le document qui sera donc validé à l'issue de cette rencontre devrait permettre la bonne exécution de ce projet dans les régions de la boucle du Moun et du Sahel. L'actualité sportive ce soir revient sur le match qui s'est joué entre le Rail Club du Kadiogo et l'Asfa Yenenga. Les Faucons ont tiré leur épingle du jeu par un score de 2-1. Le RCK confirme ainsi son invincibilité en championnat national. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Salif Ouedraogo, Amado Ilboudo et Lassina Sawadogo. C'est avec le RCK invaincu cette saison en championnat que la vieille dame voulait arracher une première victoire après son assemblée générale tenue samedi dernier. Dès l'entame du jeu, elle se montre agressive sur les ballons. Le RCK peine à trouver ses marques. Dès la 8e minute, sur un coup franc exécuté par René Zougrana, Patrick Zongo ouvre le score pour l'Asfa Yenenga. Un but qui va piquer l'orgueil des Faucons. À la 12e minute, Michael Ibé manque son face-à-face avec Inoussa Congo. Il aura l'occasion de se racheter à la 26e minute sur ce coup de pied arrêté. Le défenseur marque contre son camp. Un but partout. Tout bascule lorsque, à la 38e minute, sur cette faute, l'arbitre Jean Ouedraogo décide d'appliquer la double sanction. Rasmane Cabré est expulsé et un pénalty est accordé au Faucon. Michael Ibé inscrit là son 9e but de la saison. 2-1 pour le RCK, ce sera le score à la pause. À la reprise, à 10-11, les jaunes et verts ne désarment pas. En face, le RCK n'arrive pas à faire le break jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de la partie. 2 pour le RCK, 1 pour l'Asfa Yenenga. On a eu la chance de marquer en première position. Bon, on avait essayé de presser encore pour mettre ce but qui va vraiment nous libérer. Mais malheureusement pour nous, l'adversaire a profité d'un contre où il a dû s'appuyer. Je m'attends toujours à des difficultés à chaque match, quel que soit l'adversaire. Parce que ça a toujours été comme ça. Et surtout face à une équipe comme l'ASFA, c'est un grand club. Un match en retard qui a attiré un grand monde au stade municipal. Le RCK invaincu conforte sa place de leader avec désormais 44 points. L'ISFA, quant à elle, a réussi un service minimum à Bobo Dioulasso face au RCB. Un match comptant pour la 17e journée. Au Nigeria, la santé du président Buhari l'amène encore à répondre aux abonnés absents. Le chef de l'État nigérien est une fois de plus contraint de prendre un repos. Assigné à résidence, il n'est pas pour autant en réserve de la République et entend garder la haute main sur les affaires du pays.
Le président nigérian Muhammadu Buhari pourrait exercer ses fonctions à partir de sa résidence pendant les mois à venir. L'annonce a été faite par le gouvernement fédéral du Nigeria qui a laissé entendre que le chef de l'État a besoin de repos. Les différents dossiers lui seront donc présentés dans sa résidence d'Abuja. Ce mercredi, Muhammadu Buhari n'a pas assisté au conseil hebdomadaire des ministres. C'est pour la deuxième fois consécutive que le président nigérian répondait aux abonnés absents lors de cette réunion. Muhammadu Buhari, 74 ans, est rentré au Bercail en mars après un séjour médical de 2 mois en Grande-Bretagne. Des simples contrôles de routine avaient fait savoir son entourage. Aucune information n'avait donc filtré sur son état de santé, laissant libre cours à des conjectures. La une était commune dans les tabloïds de ce 27 avril. Le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. La revue de la presse est avec Tourbouam Evelyne Dabiré. Les regards sont tournés vers la haute cour de justice où s'ouvre ce matin le procès du dernier gouvernement Tiao. Mais l'audience va-t-elle vraiment s'ouvrir ce matin? Interroge l'observateur Palga et le Pays qui table sur la demande de report introduite par les avocats. Fait reprocher à ce gouvernement, il avait demandé, explique le quotidien, de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Cette réquisition s'adosse sur un décret de 2005 qui stipule en son article 15 que l'armée peut être requise par une réquisition complémentaire pour l'emploi de la force, précise aujourd'hui au FASO. Pour ces faits, écrit Sidoya, les anciens ministres sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui s'était soldée officiellement par 24 morts et plusieurs blessés. Le Pays précise qu'en plus des ministres, les premières autorités de l'armée comme Gilbert Diendéré et les chefs d'état-major des armées et de la gendarmerie sont accusés. L'Express du Faso précise que seuls 2 ministres ne sont pas à la barre, celui des Sports, Yacouba Ouedraogo, et Clotilde Ki du Budget, en mission lors des faits. On saura donc avec ce procès comment la machine s'est enclenchée au niveau de l'État jusqu'aux dates fatidiques des 30 et 31 octobre 2014, souhaite le quotidien. Mieux, poursuit aujourd'hui au Faso, les réponses à certaines questions devraient être trouvées. Quels sont ceux qui ont tiré sur la foule? Qui sont les commanditaires? Qui commandaient réellement la Grande Muette ce jour-là? Pourvu que le droit soit dit, espère le quotidien, car si la vraie justice est rendue sans passion, ce procès devra tracer les sillons de la réconciliation tant sérinée dans les bouches, mais non présente dans les cœurs, conclut aujourd'hui au Faso. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information revient en direct à 22h30 avec Christine Koulibaly. Et puis, c'est aujourd'hui que votre magazine Santé Mag reprend du service. Avec ses invités, Maïmouna Dao évoque l'accident cardiovasculaire. C'est tout de suite en direct à partir de 21h. Demain, à 20h, Nathalie Kaoré vous retrouve pour les infos du week-end. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.